Ma radio complicité. Jusqu'à 14h sur Vivacité, les petits papiers avec Régine Dubois. Bonjour, ravi de vous retrouver pour de nouveaux petits papiers avec un invité cette semaine. Il sera là d'ici quelques minutes. Il se penchera sur les mots inscrits sur nos petits papiers. Des mots qu'il va piocher au gré du hasard, mais soigneusement réfléchis quand même pour évoquer son parcours et sa personnalité. Notre invité du jour a joué devant des millions de personnes et parfois d'un seul coup, comme ce soir de juillet 1990 où il propose un concert gigantesque à la Défense à Paris, suivi par 2,5 millions de spectateurs. Il y en a eu d'autres avant et après Houston pour les 25 ans de la NASA. Gizeh au pied des pyramides pour passer le cap de l'an 2000, la Chine, la Pologne. Vous avez déjà peut-être reconnu Jean-Michel Jarre, pionnier de la musique électronique. On l'invite à partager aujourd'hui du temps avec nous dans les petits papiers jusqu'à 14h à l'occasion de la sortie de son autobiographie. Ça s'appelle Mélancolique Rodéo. Et restez surtout puisque Jean-Michel Jarre a plein d'histoires à vous raconter. Et des histoires, il en a raconté beaucoup en musique aussi. Voici Oxygène pour ouvrir la danse ce dimanche. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Avec un livre, Mélancolique Rodéo, une autobiographie. Hein. Vous dites, je pensais que mon premier livre serait un roman, et puis finalement, c'est le roman de votre vie.
Oui, c'est vrai. J'avais le titre depuis un bon moment, et puis l'idée d'aborder ce premier livre à travers des objets. Et je me suis dit qu'au fond, raconter un parcours de vie de cette manière-là, avec un titre qui est un oxymore comme Mélancolique Rodéo, qui s'applique à ma vie, mais pourquoi j'ai gardé ce titre et pourquoi c'était un titre éventuellement d'un roman potentiel, c'est que je pense que finalement c'est un titre qui peut s'appliquer à n'importe quel parcours de vie, puisque au fond chacun de nous a une vie plus ou moins chaotique, et donc avec l'instinct de survie qui est de rester sur sa monture le plus longtemps possible, et puis en même temps aussi une épine au fond du cœur qui vient d'une chose ou d'une autre. Dans mon cas, c'est l'abandon de mon père quand j'ai 5 ans, qui abandonne ma mère et moi, et où je reste seul avec une mère tout à fait exceptionnelle. Mais il y a une différence entre un couple et un duo. Le duo étant ce couple que forme un enfant et une mère, et avec l'angoisse ou l'inquiétude que si l'un tombe, que devient l'autre. Donc ça explique le titre. Voilà, le Mélancolique Rodéo, vous l'avez évoqué aussi. Dans les biographies, en général, on a l'habitude de voir des photos des auteurs enfants ou de moments de leur vie. Vous avez choisi de mettre des photos d'objets importants qui ont ponctué votre vie et qui vous permettent effectivement de raconter un peu votre parcours à travers ces objets. Oui, je trouvais que d'abord je trouve que c'est intéressant. Je trouvais intéressant d'aborder un parcours de vie avec des objets qui sont au fond des reflets involontaires ou des témoins de votre parcours, et qui permet en même temps de casser la chronologie d'une biographie, c'est-à-dire de pouvoir faire des sauts comme ça entre le présent et le passé, ou différents passés. Et puis aussi dans les autobiographies, moi je n'aime pas beaucoup ces livrets, le livret central avec toutes ces photos qui font référence à des choses que vous avez lues 150 pages avant ou que vous n'avez pas encore lues. Et en même temps, je pense qu'un des grands pouvoirs de la littérature, c'est justement un des grands intérêts de la littérature, c'est de laisser l'imagination au lecteur, le pouvoir de l'imagination. Et par exemple, si je décris ma grand-mère dans le premier chapitre qui s'appelle Les yeux verts de Gabriel, j'ai envie que chacun ait sa propre idée et imagine ma grand-mère plutôt que de montrer la photo, et d'une certaine manière de tuer le rêve ou d'annihiler l'imagination qui est tellement importante et qui est tellement ce qui est tellement beau à la lecture d'un livre. À la lecture d'un livre, à l'écoute de la musique aussi, on a des images qui viennent en tête aussi, c'est un peu le même principe quelque part. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est merci de ce commentaire, parce que une des raisons pour laquelle, une des grandes forces de la musique instrumentale sans parole, comme la musique classique, comme le jazz, comme dans les musiques de film bien sûr, et comme la musique électro dans son ensemble, c'est justement quand vous écrivez une chanson, vous racontez une histoire. La musique instrumentale, elle, est justement, pour moi j'ai toujours considéré que ma musique c'était un petit peu la bande son que vous pouvez, en tant qu'auditeur, la bande son du film ou de l'histoire que vous pouvez vous raconter. Et c'est le pouvoir aussi de la littérature. Jean-Michel Jarre est avec nous aujourd'hui. Alors, le principe de cette émission, je vais vous donner des petits papiers. Vous piochez, il y a des mots, et théoriquement, ça pourrait évoquer des choses pour vous. Inventer. Alors, inventer, ce mot me fait immédiatement penser à mon grand-père. Finalement une des figures fondatrices de ma vie, puisque c'était la figure paternelle qui me manquait, le père de mon père d'ailleurs, et qui était à la fois joueur de hautbois dans ses moments perdus, mais surtout un ingénieur, un inventeur. Il a créé une des premières consoles de mixage pour la radio. Il a créé aussi un des premiers électrophones portables, le fameux Tépaz. Le fameux Tépaz qui était l'ancêtre de l'iPod. Et puis et donc son atelier était pour moi une caverne d'Ali Baba. Je sentais justement quand je rentrais dans cet endroit absolument émerveillé, et à chaque fois que j'en parle, je ressens encore comme une Madeleine de Proust les odeurs de mélange de clous, de vis, de sciure de bois, de fixateurs de films, d'électronique en surchauffe, et c'est ce qui m'a certainement donné cette approche poétique de la technologie au fond. C'est
ce que vous faites aussi quelque part d'une autre façon quand vous entrez, vous racontez que par exemple l'album Oxygène, vous vous enfermez dans la cuisine de votre appartement et là vous dites, on ressent que vous reproduisez un peu avec la musique ce que votre grand-père faisait avec les objets. Vous dites d'ailleurs, j'ai toujours quand je pense à Oxygène le mot pétrir qui me vient et ça me fait penser à mon grand-père, cette idée de pétrir les sons, de chercher, d'inventer, de les retourner dans tous les sens. Il y a vraiment une filiation dans ce que lui faisait avec ces objets et ce que vous faites avec la musique aujourd'hui? Je pense que il y a aussi une autre raison, c'est que nous sommes tous les deux lyonnais et qu'à Lyon tout commence et tout termine dans la cuisine. Oui. Et ce qui est très amusant quand vous parlez de la cuisine, c'est que l'appartement de mes grands-parents à Lyon, c'était un appartement qui était double. C'est-à-dire que c'était deux appartements qui avaient été réunis. Donc il y avait deux cuisines et la deuxième cuisine, c'était l'atelier de mon grand-père qui l'avait transformé en atelier. Et quand je compose Oxygène, je suis dans un appartement qui a aussi deux cuisines et la deuxième cuisine, je la transforme en studio. Ça n'a rien à voir consciemment avec la situation de mon grand-père, mais en fait, c'est non seulement la cuisine est liée à mes origines lyonnaises, mais en même temps aussi à la manière dont finalement j'ai abordé et enfant et adulte ce rapport à la création et à l'invention. Et c'est vrai que pour moi, la musique électronique et électroacoustique en particulier est une musique d'ailleurs que Pierre Schaeffer, dont il est l'inventeur, appelait musique concrète, et ça veut bien dire son nom, c'est-à-dire qu'il y a un côté très tactile, très sensuel à la musique, le fait de mélanger des formes d'ondes, des textures, de manière à la manière d'un cuisinier. D'ailleurs, quand on voit les DJ aujourd'hui, ils sont un peu comme devant des fourneaux, en train de nous cuisiner des rythmiques, des loops, etc. Donc ça, il y a ce côté tactile et sensuel qu'on a beaucoup plus dans cette musique-là que la musique, je dirais, purement classique, traditionnelle, où au fond c'est une activité très cérébrale de poser des notes avec son crayon sur une partition et de la faire jouer à des musiciens. Il y a un côté moins direct que la musique électronique. Est-ce qu'il y a des recettes, Jean-Michel Jarre, justement, de base, parfois, comme dans la cuisine, est-ce qu'il y a des recettes de base dont il faut se méfier quand on décide de composer un morceau en musique électronique ? Alors, des recettes dont il faut se méfier, je sais pas, mais en revanche, j'ai rencontré Fellini, je raconte ça dans le livre, j'ai rencontré la chance de rencontrer Fellini et bien d'autres personnages que je décris dans le livre, qui m'avaient dit quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est que il me disait, tu vois, Jean-Michel, moi j'ai toujours pensé que je faisais des films différents, et je me rends compte, vers la fin de sa vie, il était vers la fin de sa vie, qu'aujourd'hui, que j'ai toujours fait le même film, et j'ai fait des variations de moi-même. Et en fait, au fond, chaque artiste a ses propres recettes, ce qu'on peut appeler le style, et que ces recettes-là, en même temps, on essaie toute sa vie de s'en échapper, mais on n'échappe pas à son style. D'ailleurs, comme un cuisinier a un style et ne peut pas s'en échapper, il peut éventuellement le décliner, et c'est vrai pour n'importe quel créateur. Et je pense que ce qui est à la fois inévitable, peut être frustrant, mais qui fait aussi votre spécificité. Nous sommes avec Jean-Michel Jarre aujourd'hui jusqu'à 14h pour évoquer ce livre rempli de petites et de grandes histoires à l'image de ces concerts monumentaux qui ont jalonné votre carrière, Jean-Michel Jarre, et que vous racontez en détail. Le livre s'appelle Mélancolique Rodéo et vous ne bougez pas, on continue à en parler juste après une courte pause. Les petits papiers de Vivacité. Jean-Michel Jarre est avec nous dans Les Petits Papiers. On évoque votre parcours, que vous racontez aussi dans ce livre Mélancolique Rodéo. Et vous avez ouvert un autre papier. Le temps. Alors le temps, effectivement, pour un musicien, le temps est important, puisque c'est une des matières premières de la musique, le temps, le tempo. Et puis le temps, le rapport au temps, ce que je raconte dans ce livre, c'est justement que je trouve que notre rapport au temps change au moment où vos parents disparaissent. C'est-à-dire que jusque-là, vous avez une génération au-dessus de votre tête et vous avez une relation finalement avec le temps qui est en fonction du temps qui passe. Oui. Et puis quand vos parents disparaissent, physiologiquement, biologiquement, instinctivement, vous avez votre relation au temps change et vous avez une relation au temps en fonction du temps qui reste. Oui, vous dites vous êtes le prochain sur la liste tout à coup. Oui, c'est ça. Oui. Et je fais d'ailleurs cette analogie vers la fin du livre par rapport au temps. C'est que si on ramène, je m'amuse à faire cette métaphore en disant, si on ramène l'existence au temps d'une journée, au fond, là où j'en suis, je suis en train de terminer de dîner.
Comme je me suis toujours couché tard et que je travaille plutôt la nuit, j'espère encore avoir un peu de bon temps devant moi, et que je pense qu'il a ce rapport au temps nous fait aussi notre finitude, le fait qu'on a un temps limité, n'importe quel être humain là, fait que en fait paradoxalement on a cette vision dystopique du futur, que génération après génération les gens disent hier c'était mieux, demain ça sera pire. Et je pense que ça fait partie de l'ADN humain d'avoir une vision forcément sombre du futur, puisque forcément on n'y sera pas à un moment donné. C'est difficile d'accepter que le futur se fera sans nous, c'est Exactement. Ça, un peu quelque part. Exactement. Il y a aussi, c'est plus anecdotique, mais dans votre livre, à un moment, vous dites que à une certaine période, c'est évidemment lié à des moments importants, des concerts importants, vous chronométrez tout en fait, tout ce que vous faites, comme si chaque seconde était comptée et qu'il fallait rentabiliser chaque seconde, chaque moment. Oui, quand on est pris dans une comme ça dans un processus où inéluctable, où il y a quelque chose qu'il faut terminer, vous avez une deadline, une date limite, vous avez tendance en tout cas j'ai eu tendance à un certain moment à devenir obsédé par rapport au temps, justement au temps qui restait jusqu'à l'échéance, et d'arriver, et donc j'avais un chronomètre sur moi avant les smartphones, où maintenant on a le chronomètre toujours dans la poche. Et puis j'ai la femme de ma vie aujourd'hui, qui est une chinoise, qui est Gong Li, l'actrice Gong Li, m'a offert une montre avec une seule aiguille, qui est quelque chose qui est très lié à l'approche chinoise du temps, c'est-à-dire d'une autre lecture du temps, où en fait les silences, les moments les non-dits, les choses, le temps est différent. Et au fond, c'est intéressant à un moment justement où on calcule maintenant tout est calculé en millièmes de seconde, même les records sportifs, d'avoir une montre à une seule aiguille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, elle ne vous donne pas l'heure, cette montre, du coup. Si, elle donne l'heure, mais au fond, vous attendez quelqu'un au restaurant, qu'il arrive à 12h03 ou 12h07. C'est pas très très important. En fait, on sait qu'au fond, entre midi et midi 10, c'est pour la plupart du temps, ça n'a aucune importance. Sauf quand on prend un train éventuellement, mais si on arrive une demi-heure avant, qu'on arrive 20 minutes avant ou une demi-heure avant, ça change pas grand-chose. Et au fond, cette relativité du temps est quelque chose qui est important surtout aujourd'hui, à concevoir. C'est-à-dire à prendre un peu de recul par rapport au tempo. C'est un truc que vous apprenez, justement, avec cette montre, avec cette manière de dire, oui, finalement, c'est moins important. C'est un truc avec le temps, avec les années qui passent. Vous apprenez à vous poser un peu plus, à être moins peut-être... Pas nécessairement, paradoxalement, parce que je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie. J'ai sorti 4 albums ces 3 dernières années. J'ai fait 250 concerts. Je viens d'écrire un livre. Et finalement, peut-être avec cette idée du temps qui reste, avoir l'envie de pouvoir faire un maximum de choses, peut-être. Donc, c'est à la fois, je parlais de cette relation avec le temps qui reste, mais en même temps aussi de pouvoir d'avoir un détachement par rapport aux secondes qui s'égrènent. Alors on le sait peu, mais cette chanson de Christophe qu'on va écouter, Les mots bleus, c'est vous qui l'avez signée et composée. Vous avez travaillé avec Christophe, avec d'autres chanteurs aussi, comme Patrick Juvet, on écoutera peut-être tout à l'heure. Voici Les mots bleus, Christophe, c'est toujours un plaisir. Il est 6 heures au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril.
J'aime le silence immobile d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole, et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux. Tous les mots bleus, tous les mots bleus. L'invité des petits papiers aujourd'hui, c'est le musicien et compositeur Jean-Michel Jarre. Et cette chanson de Christophe, comme l'album dont elle est issue d'ailleurs, c'est vous qui l'avez composée et écrite, on le sait peu, et vous le racontez dans votre livre Mélancolique Rodéo. Et à tout de suite, on revient avec d'autres mots, ne bougez pas. Les petits papiers de Vivacité. Nous sommes avec Jean-Michel Jarre aujourd'hui dans les petits papiers. Déplacement. Alors, le déplacement, c'est un concept très intéressant, pas seulement dans ma vie, mais dans l'absolu, je pense. D'abord, enfin, en ce qui me concerne, c'est un des thèmes de ce livre, c'est le nomadisme. C'est vrai que vous, le déplacement, ça fait partie de votre quotidien. Vous ne tenez pas en place. Et effectivement, depuis le début, j'ai senti ce nomadisme qui est lié à une forme de précarité de l'état de sédentarité ou d'être sédentaire, c'est-à-dire le fait que quand je suis avec ma mère, je sais qu'elle-même est quelqu'un qui est une survivante des camps de concentration, qui a été une grande héroïne de la résistance, qui a été déplacée vraiment elle-même et qui a aussi déplacé aussi en tant que qu'héroïne, parce qu'il y a une différence entre la solitude de l'héroïne et la solitude de la femme abandonnée. Mais c'est aussi un déplacement émotionnel pour elle. Et votre maman a vécu les deux. Elle a vécu les deux. Ouais. On peut peut-être juste expliquer, votre père, Maurice Jarre, effectivement, vous a laissé avec votre maman, vous aviez 5 ans. Oui. Il est parti assez vite aux États-Unis pour mener sa carrière de musicien. Et donc, c'est un père qui a été terriblement absent, c'est-à-dire que de temps en temps il y avait des nouvelles ou des petits contacts, mais c'est pas les contacts qu'on imagine d'un père à son fils. Oui, exactement, et ça a été une béance, et comme je dis dans le livre, c'est plus facile de se construire en conflit contre une image paternelle contre laquelle justement on peut se rebeller et se faire, que un trou noir ou une absence. Et effectivement, on s'est vu quelquefois dans notre existence, mais
Mais en fait, on n'a jamais construit une relation quelle qu'elle soit, et oui, il ne l'a jamais construit, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même à l'adulte de construire des choses par rapport à un enfant. En tant qu'adulte, plus tard, c'est différent. Mais en fait, on a raté ça, et c'est ce que je raconte. Et donc, du coup, il y a eu cette... et donc, j'ai vécu avec ma mère d'une manière finalement très précaire, dans un tout petit appartement dans la banlieue sud de Paris. Dans la journée, j'étais un enfant comme les autres, mais le soir, je grandissais. La nuit, j'avais la trouille, justement, que le duo que nous formions, finalement, si l'un tombe, que devient l'autre, et de prendre, peut-être, ça a été la première femme que j'ai eu envie d'aider et de protéger, et en même temps, d'essayer de trouver des moyens pour survivre. Je raconte dans le livre que je faisais de la peinture quand j'avais, à partir de 10-11 ans, je faisais de la peinture, et vers 12-13 ans, je vendais mes toiles. Je m'étais inventé un grand frère imaginaire, pour vendre ces tableaux, parce que j'étais pas très crédible, moi, en culotte courte, à vendre mes tableaux. Un autre nom. Voilà. D'un autre nom. Voilà. Et en même temps, pour revenir à votre mot de déplacement, le nomadisme aussi faisait partie aussi d'une partie de mon enfance. Ma mère a pris très vite un stand aux puces de Saint-Ouen à Paris, et les puces pour moi étaient un symbole aussi de ces nomades qui s'installent chaque week-end pendant 3 jours, qui posent leur camp. Leur campement. Et c'est à la fois l'apologie de l'hétéroclite, les puces, et en même temps l'apologie d'une forme ce sont des chineurs de la vie, les gens et donc des nomades, des curieux. Et ce nomadisme m'a poursuivi toute ma vie. Le fait de faire des concerts à travers le monde, aussi d'être très inspiré par les cirques de mon enfance, qui étaient devant les fenêtres de chez mes grands-parents à Lyon. Qui venaient pour faire un événement un soir et qui repartaient, ça vous fascinait ça, hein? Exactement. Cette caravane qui venait d'un côté de la route, qui s'installait le temps d'une nuit sur la place et qui partait le lendemain par l'autre côté, était pour moi l'apothéose du spectacle, de la poésie de ce qu'est un spectacle. Et ce qui m'a évidemment beaucoup influencé dans les concerts que j'ai pu faire. Oui, c'est ce que vous avez reproduit en faisant des spectacles uniques, effectivement, un soir événementiel, et puis repartir pour autre chose. Et puis rapidement, le nomadisme a continué à me poursuivre, puisque je me suis arrêté à un moment donné pour fonder une famille dans une maison. Donc du coup, on s'est installé un peu comme les lions ou les loups ou les pigeons ou les oiseaux, c'est-à-dire on fait son nid, et puis quand les enfants grandissent, reprendre la route. C'est ce que j'ai fait, et je raconte aussi, même encore aujourd'hui, j'ai toujours ma trousse de toilette pas loin. Fermée sur l'appui de fenêtre de votre salle de bain. Au cas où, pour partir vite. Exactement. Jean-Michel Jarre est notre invité dans les petits papiers. Vous pouvez prendre un autre mot. Détail. Alors, détail, je pense que ce livre est assez détaillé. Oui, c'est vrai. Il y a pas mal de détails qui me sont revenus et qui sont assez étonnants. Quand je relis ce livre, je me dis que finalement, il y a beaucoup de choses dont je me suis souvenu. J'aurais pas eu l'idée avant de commencer ce projet, de me souvenir d'autant de détails. Et puis, les détails aussi, c'est lié à des formes de toc ou de... Oui, il y a le souci du détail chez vous aussi, et parfois l'obsession du détail qui est là... plus problématique que le souci. Oui, exactement. Ouais. Le souci du détail qui est en fait une manière aussi d'évacuer le stress, ou d'évacuer le trac avant les concerts, de pouvoir s'obséder sur des trucs comme d'aller nettoyer un bout de la scène, ce qui est totalement pathétique, ou dérisoire. De vérifier si elle est solide aussi, vérifier si elle est solide, parce qu'effectivement, une fois qu'on passera à travers. J'avais été marqué par un accident que j'avais vu quand j'étais petit, de quelqu'un qui était parti accidentellement, qui était tombé accidentellement dans une scène mal fixée. Et puis, on dit que le diable est dans les détails. C'est vrai que il y a en même temps cette manière aussi, comme je le disais, d'évacuer une forme de stress. Bah oui, parce que Jean-Michel Jarre, quand même, à certains moments, souvent, d'ailleurs, vous jouez devant des milliers, des millions de personnes, hein, et là, au moment de monter sur scène, on peut se dire que si on focalise effectivement sur les gens qui sont devant la scène, on n'y va jamais. Donc c'est bien de rectifier un petit câble qui dépasse, de le remettre en place, et c'est vraiment une manière de ne pas focaliser sur ce qui se passe, parce que vous le dites dans votre livre, c'est énorme parfois, et ça donne un peu le vertige de s'en rendre compte de l'énormité des choses. Oui, et puis en même temps, le détail, j'ai envie de vous dire que ce qui fait la spécificité de ces concerts par rapport aux tournées, puisque je fais les deux, c'est au fond de concevoir un projet dans lequel vous-même vous êtes un détail. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes un détail non pas secondaire, mais un élément
de quelque chose de plus grand que vous. Et c'est quelque chose aussi que j'aime dans la tradition de l'opéra, du cirque, justement des concerts que je peux faire, c'est qu'en fait c'est un travail et une œuvre collective, c'est un travail d'équipe. Et je pense que ça vient aussi peut-être d'un besoin de combattre cette solitude que j'ai eue quand j'étais enfant, sans psychanalyse de comptoir, de me retrouver justement entouré en équipe, ce qui est et devant aussi une foule importante, ce qui est énorme et que je n'ai jamais initié. D'ailleurs, il y a un malentendu total avec l'image que je peux donner à un certain moment, de se dire que je n'ai rien initié. Tous ces concerts, tous ces aventures que je raconte, extraordinaires, où je pourrais écrire un livre autour de chacun de ces concerts, sont des choses qui m'ont été proposées. Je me suis jamais levé en me disant je vais aller faire un concert aux Pyramides ou être le premier musicien occidental à jouer en Chine. Personne ne peut imaginer ça. Et c'est des choses qui m'ont été proposées. Et effectivement, après, vous prenez le train, ou vous embarquez ou vous embarquez pas. Il y a deux sortes de gens, je pense. Il y a les gens qui, dans chaque opportunité, voient un risque et n'osent pas se lancer. Et puis, au contraire, je pense que je fais partie de cette catégorie, comme d'autres. C'est dans chaque risque, y voir une opportunité et une manière de réaliser quelque chose d'excitant, d'intéressant. Vous avez la même trouille devant quand vous jouez pour l'an 2000 aux Pyramides en Égypte que quand vous êtes en tournée devant un plus petit public? Alors, la trouille à l'an 2000, elle était très particulière parce que en fait, c'était la trouille du bug. Comme on avait quand même une technologie assez sophistiquée sur scène, qui était sophistiquée pour l'époque, et qui était plus fragile qu'elle ne serait aujourd'hui. Donc il y avait un peu cette parano du bug. Donc et puis la parano que je n'ai pas du tout, qui était la parano de l'attentat. Je me souviens que le batteur qui était avec moi était un des deux batteurs de Pink Floyd à l'époque où ils avaient, en dehors du batteur officiel, il y avait un autre batteur, Gary Wallis, qui est un musicien formidable et qui était totalement parano, qui semble dire, d'ailleurs, il est monté sur scène avec un gilet pare-balles. Ah oui. Et en fait, c'est ce que j'expliquais. Je veux dire qu'aujourd'hui, on est plus en sécurité dans un concert comme celui-là, où en fait tout est organisé à un endroit précis et à un moment précis, que de prendre le métro à Paris ou à Londres. Le terrorisme est effrayant parce qu'il peut frapper n'importe où, n'importe quand. Mais moins quand on organise quelque chose où la sécurité est là. Les moyens étaient déployés. Les moyens étaient déployés. Donc, du coup, c'était pas le problème. Mais oui, en tout cas, le stress ne vient pas nécessairement du nombre de spectateurs. Je pense que ça peut être très intimidant aussi de jouer dans une petite salle devant 200 personnes en venant tout seul avec sa guitare. Je veux dire que je pense que c'est avant tout une histoire de connexion entre deux entités que sont le public et la scène. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas, quelle que soit la quantité de public. Et le stress, le trac, on peut l'appeler comme on veut. Est-ce qu'il est lié aussi à peut-être l'état d'esprit du moment, à la manière dont on se sent, peut-être parfois plus fragile, plus ah oui, à l'humeur, enfin. Tout à fait. Il y a on sent qu'il y a par exemple des moments, des concerts, ce que je raconte, et c'est une chose vraiment qui est assez mystérieuse. C'est-à-dire que vous rentrez sur scène et à certains moments tout est facile. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être légèrement en avance sur tout ce que vous faites, et donc tout est facile. Et puis il y a des moments, et on ne sait pas pourquoi, tout est d'un seul coup extrêmement laborieux. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'arriver en retard sur chaque note d'un clavier, sur chaque chose que vous faites, et que vous sentez que d'un seul coup c'est une machine énorme à tirer, et à d'autres moments vous avez une impression de facilité. Je pense que c'est d'ailleurs, je sais que j'ai parlé à des skieurs par exemple qui ont cette impression-là aussi. À certains moments tout ça glisse facilement, et à d'autres moments c'est hyper pénible, alors qu'en fait on ne sait pas exactement pourquoi. C'est la même chose. C'est un peu la même chose. Ouais. Jean-Michel Jarre est avec nous dans Les Petits Papiers. On évoque votre parcours que vous racontez aussi dans ce livre Mélancolique Rodéo. On continue à discuter d'ailleurs autour des mots des petits papiers. Allez-y. Réparer. Ah, c'est bien ça. Alors réparer, évidemment, ce mot a plusieurs sens. Réparer, déjà, j'avais un grand-père qui réparait des choses, qui réparait aussi les inventions les plus abacadabrantes qu'il faisait, notamment à ma grand-mère qui était son souffre-douleur. Il y a cette histoire du moulin à café qui est très drôle. Il avait à une époque où les moulins à café n'existaient pas, les moulins à café électriques, c'était un luxe américain qui n'existait pas. Mon grand-père s'était mis en tête d'inventer, de créer un
moulin à café avec un carter de scooter et un moteur d'aspirateur, ou le contraire, en fait, le contraire. Et en fait, il arrive cet objet absolument délirant à la comte de Champignac, à la Spirou, dans la cuisine de ma grand-mère, et il branche ça, et les grains de café partent dans tous les sens. Moi, j'étais terrifié là, et ma grand-mère, extrêmement flegmatique, lui dit, ça marche pas, reviens quand ça marchera. Et en fait, finalement, il est revenu avec une sorte de cafetière en aluminium, et avec une machine avec une machine à café qui fonctionnait très très bien. Et donc, alors le réparer, c'est ce sens-là. Et puis réparer, c'est aussi réparer les sentiments, réparer la peine, réparer le mal, par exemple, que justement mon père nous a fait à ma mère, qui ne s'est jamais plaint, qui était une femme tout à fait extraordinaire, qui était donc cette grande héroïne de la résistance, qui a été capturée 3 fois par les Allemands, qui a été déportée, qui en est revenue, qui a découvert que c'était sa propre sœur qui était responsable de son départ au camp. Et elle a décidé justement elle aussi de réparer finalement la famille, de ne pas lui en vouloir, parce qu'elle se disait, notre famille est déjà tellement petite que si je me prive moi-même de ma sœur, qui est la seule famille que j'ai, et pour mon fils de sa seule tante, finalement je préfère réparer la rancœur au fond, et réparer les trous qui s'étaient formés dans le tissu familial. Réparer, c'est ce que vous dites que vous avez aussi eu tendance à faire tout au long de votre vie, hein. Peut-être être celui qui est là, sur lequel on peut compter pour les femmes que vous avez rencontrées, pour votre maman. Effectivement, quand vous avez été adulte, vous avez eu envie de réparer ça aussi. Et le livre commence sur le décès de votre père, Maurice Jarre. Vous allez à l'enterrement. Et là aussi, c'est très proche de ce que vous racontez avec votre maman et votre sœur, c'est-à-dire que vous réparez, vous pardonnez en fait toute cette histoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit on a raté les choses, mais c'est vraiment ça en fait. C'est réparer, c'est aussi un peu pardonner et arriver à se dire que finalement, chacun a fait comme il a pu. Oui, je pense que c'est finalement un mot beaucoup plus important qu'il n'y paraît, celui que vous m'avez fait choisir, qui est la faculté de réparation est quelque chose d'important. C'est important en politique, c'est important entre les peuples, c'est important entre les gens, et effectivement le fait de me rendre compte au fond quand mon père s'en va, finalement de réparer cette absence de relation, de ne pas lui en vouloir. C'est un petit peu le syndrome de la montgolfière, c'est-à-dire pour s'élever, il faut savoir lâcher du lest. Il faut, et c'est une manière de se réparer soi-même aussi. Oui. Jean-Michel Jarre, Mélancolique Rodéo, c'est un livre qui est paru chez Robert Laffont. Merci d'être venu. Et puis alors vraiment, on en parlerait des heures, mais il y a tellement d'histoires et d'anecdotes liées à ces concerts que vous avez donnés dans le monde entier. Un livre vraiment à conseiller si vous aimez la musique, les voyages, les sentiments aussi. Voilà. Merci Jean-Michel Jarre d'être venu. Mélancolique Rodéo, c'est votre livre. À bientôt. Et on va terminer ces petits papiers avec notre mot belge de la semaine, avec